Voilà, alors je vous remercie d'être venu. Donc exceptionnellement, on fait notre conférence aujourd'hui un samedi. On est tributaire des disponibilités de notre conférencier. Mais la prochaine conférence, ce sera un vendredi soir, le vendredi 6 mars, et à 18h. Et ce sera un collègue de Château-Thierry qui viendra nous parler du sujet de sa thèse. Donc il a travaillé sur les modifications des frontières de la Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Ça, ce sera donc le 6 mars. Voilà. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laurier Turgeon parmi nous. Alors Laurier Turgeon est québécois. Il est professeur d'histoire et d'ethnologie à l'Université Laval à Québec. Donc une université francophone du Canada. Et alors c'est un spécialiste de l'histoire des pêcheurs basques en Amérique du Nord au XVIe siècle. Ça c'était le sujet de sa thèse de doctorat. Et sinon maintenant il travaille aussi surtout sur le patrimoine, et en particulier c'est un spécialiste des différents patrimoines de l'Amérique francophone. Et il a publié l'année dernière aux éditions Belin un ouvrage, il en a apporté ici quelques exemplaires, donc une histoire de la Nouvelle-France, français et amérindiens au XVIe siècle. Alors vous avez peut-être lu des comptes rendus de cet ouvrage dans la presse, il y en a plusieurs qui sont parus en France. Alors c'est un ouvrage très original parce qu'il a étudié les rencontres entre les Français et les Amérindiens au XVIe siècle à travers les objets. Alors, à travers les objets qui étaient échangés. Alors les perles de verre, les morues, les peaux de castor, ou même les chaudrons en cuivre. Voilà. Et donc il a travaillé sur beaucoup de chantiers de fouilles archéologiques au Québec. Donc il connaît très très bien son sujet. Alors merci Laurier d'être venu et on t'écoute avec plaisir. Merci. Alors je vais d'abord vous demander si vous m'entendez au fond de la salle. Est-ce que ça va? Oui, vous m'entendez bien? Peut-être un peu, faudrait peut-être, monsieur dit qu'il faut monter peut-être un peu plus. Ça va? Oui. Je vais essayer de monter un peu le ton. Ok, ça va comme ça. Ça va mieux? Ça va mieux? Oui? Oui? D'accord. Bon, d'accord. Alors, merci beaucoup de cette invitation. J'aimerais remercier chaleureusement Eric Thierry de m'avoir invité chez vous. C'est vraiment la première fois que je viens ici. Alors c'est toujours spécial lorsqu'on visite pour une première fois une ville ou une région. Alors d'autant plus que c'est le lieu de naissance du père Marquette, qui est très connu chez nous, et j'ai eu l'occasion de visiter cette partie des États-Unis, et puis même j'ai eu l'occasion de connaître une étudiante qui venait de l'université Marquette. Donc c'est un personnage important dans l'histoire de la Nouvelle-France, comme vous le savez. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du père Marquette, mais plutôt de la présence française et des relations que les Français ont nouées avec les Amérindiens au Canada au XVIe siècle. Alors, pourquoi s'intéresser au XVIe siècle et pourquoi s'intéresser à cette question? Eh bien, d'abord parce que c'est un siècle qui est très peu connu, qui était très peu et mal connu dans notre histoire, dans notre historiographie, essentiellement parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur cette période. Généralement, le XVIe siècle est présenté comme le début de la présence européenne et notamment française au Canada, mais elle se résume essentiellement au voyage de Jacques Cartier, grand navigateur de Saint-Malo, qui a fait 3 voyages au Canada entre 1534 et 1542-43. Ces voyages n'ont pas connu de suite, et donc on pensait pendant longtemps qu'il y avait à peu près rien qui s'était passé à la suite du passage de Cartier, et qu'il faut attendre l'arrivée de Champlain, Samuel de Champlain,
qui est un peu notre père fondateur, celui qui réussit enfin à établir une colonie permanente francophone au Canada en 1608. Hein. Il fait un premier voyage en 1603, après ça il en a fait d'autres, mais finalement c'est en 1608 qu'il installe la ville de Québec, qui fonde la ville de Québec et la première colonie permanente française en Amérique du Nord. Alors, donc, entre les voyages de Cartier de Champlain, ces voyages sont bien documentés parce que ces gens ont laissé des récits de leurs voyages, on n'avait pas beaucoup d'informations et généralement, lorsque on présente l'histoire du Canada ou même les Américains, l'histoire de l'Amérique du Nord, des États-Unis, on commence le récit de l'occupation européenne du continent avec la colonisation anglaise. Le premier établissement permanent anglais, c'est Jamestown, 1607, en Virginie. Ensuite, Québec en 1608. Bon, il y avait eu l'Acadie en 1604, mais qui n'a pas abouti à une colonie permanente. Et puis ensuite, vous avez la Nouvelle-Angleterre, les Anglais qui arrivent à Boston dans les années 1618-19, en très très grand nombre dans les années 1620 et 30. Mais donc, lorsqu'on compare avec l'Amérique du Sud, bon, l'Amérique du Nord est un petit peu le parent pauvre de l'occupation européenne, puisque on part du principe que ce territoire a été occupé et colonisé par les Français et les Européens seulement un siècle plus tard. Hein. Alors que, je voulais pousser plus loin les recherches sur cette période pour connaître un petit peu mieux l'activité des Européens dans cette partie du monde. Et j'ai voulu également tenir compte de, pas juste étudier la présence française, mais d'essayer de comprendre les relations qu'ils avaient établies avec les groupes amérindiens, parce que dans cette partie de l'Amérique, il y avait beaucoup d'Amérindiens, et donc j'ai voulu essayer de mieux comprendre aussi la présence de ces Amérindiens et de voir comment les relations qu'ils avaient établies avec les Français. Alors, je vais donc, voilà, juste pour, en guise de rappel, ça c'est les voyages de Jacques Cartier, les récits de voyages de Jacques Cartier qui ont été publiés après ces voyages en italien par un nommé Ramusio, qui était italien et qui publiait des récits de voyage comme ça, des Européens vers toutes les parties du monde finalement. Et donc ces récits ont été ensuite repris, traduits en français, en anglais, dans plusieurs langues européennes et réédités de nombreuses fois au 19e et puis au 20e siècle. La plus récente et celle qui je pense est la plus complète, c'est celle de Michel Bibeau, Jacques Cartier Relations, qui est un littéraire qui a fait une édition critique très nourrie de beaucoup de notes, avec une belle introduction et qui me semble être la plus complète et celle que je vous recommande si jamais vous voulez lire les récits de Jacques Cartier. Alors, ça a été publié aux presses de l'Université de Montréal en 1990, si ma mémoire est bonne. Alors, rapidement, juste pour vous donner un peu une idée de ces voyages de Jacques Cartier, qui sont, comme je vous l'ai dit, bien connus en raison de ses récits. Alors, il part de Saint-Malo, ce sont des voyages d'exploration. Il cherche en fait un passage vers la Chine, et il est financé par la monarchie française, par François Ier à l'époque. Il part avec deux navires là, en 1534. Il va jusqu'à Terre-Neuve, l'île de Terre-Neuve, et il rentre à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent. Alors vous voyez ici son itinéraire, ça se passe l'été. Lorsqu'il va sur la côte de la Gaspésie, là il rencontre plusieurs groupes amérindiens, essentiellement deux groupes, des Micmacs, qui veulent visiblement, en faisant des signes, faire de l'échange de fourrures. Ils ont des fourrures
qu'ils ont sur des bâtons, et ils font des signes comme quoi ils voudraient échanger avec lui. Mais bon, Cartier est un petit peu frileux, il va un peu plus loin, puis là il rencontre à Gaspé un groupe d'Iroquois, un autre groupe amérindien qui vient de Québec, de la région de Québec, et qui vient pêcher là pendant l'été. Et puis là, il prend les deux fils du chef amérindien en question. Il les embarque à bord de son navire, et puis en fait, là on est vers la fin, je pense que c'est au mois de septembre, et donc les nuits commencent à être fraîches, et donc il décide de rebrousser chemin et repartir à Saint-Malo avec les deux Amérindiens. Mais il est audacieux et il revient l'année suivante, là pour pousser plus loin encore ses explorations. Il fait le même voyage, mais il remonte jusqu'à la ville actuelle de Québec, dans l'estuaire du Saint-Laurent. La ville à l'époque, le nom amérindien de cette ville, c'est Stadacone. Il pousse encore un peu plus loin, il se rend jusqu'au site actuel de Montréal, qui s'appelle alors Hochelaga. Et puis là, pendant tout ce voyage, tout le long de la côte, entre Québec et Montréal, il s'arrête, il rencontre des Amérindiens, il y a plusieurs villages, il dit qu'il y a plusieurs villages, et puis c'est une région qui est assez peuplée, puisqu'il dit qu'à Québec, à Stadacone, il a rencontré 500, à peu près, il évalue la population de ce gros village à 500 personnes, et à Montréal, à Hochelaga, plus de 1000 personnes, nous dit-il, qui vivent dans des maisons longues, des grandes maisons, et il dit qu'il y en a une quarantaine, à l'intérieur d'une palissade. Alors, Cartier décide de passer l'hiver à Québec, l'hiver de 1535 à 36, et ça a été dramatique, puisque, évidemment, il ne connaissait pas les hivers canadiens. Ils ont eu très très froid. Il dit qu'il y avait de la neige qui s'était accumulée au-dessus de la bordure de la coque des navires. Ils ont manqué de vivres. Finalement, c'est grâce aux Amérindiens qu'ils ont pu être ravitaillés. Et en plus, l'équipage a été frappé de scorbut, donc ils ont perdu, je ne sais pas, 30 ou 40 hommes. Bref, au printemps, c'est un peu une catastrophe, donc il repart, mais il prend avec lui le chef amérindien de Stadacone qui s'appelle Donnacona, qu'il ramène en France, et ce chef amérindien lui a certainement donné des informations sur le territoire, sur le mode de vie des habitants, etc., pour qu'il puisse préparer son troisième voyage en 1541-42, donc plusieurs années, très exactement 5 ans plus tard. Et là, ce n'est plus un voyage d'exploration, mais un voyage de colonisation, puisque Cartier part avec 6 navires. Il a à peu près 500 personnes, des colons, qu'il a recrutés pour occuper le territoire. Donc, le but, c'est de fonder une colonie. Ils amènent avec eux des vaches, des cochons, beaucoup d'animaux domestiques, des poules, des moutons, enfin, pour développer l'agriculture et installer une colonie sur le site actuel de Québec et dans un secteur à l'ouest de la ville qui s'appelle le Cap-Rouge. Mais malheureusement, là aussi, il rencontre des difficultés. Il y a des tensions entre ces colons, parce que certains de ces recrues, ce sont des prisonniers qu'ils ont recrutés dans les prisons des villes maritimes. Par exemple, à Bordeaux, j'ai trouvé des contrats où ils recrutent des prisonniers pour les amener avec lui au Canada. Il n'y avait pas que des prisonniers, il y avait aussi toutes sortes de gens, enfin, il y avait des gens de métier, il y avait des gens de 6 hommes, enfin, c'était un groupe très mélangé, mais toujours est-il qu'il y a eu mésentente, et ensuite, ils ont été obligés de faire face à l'hiver, et puis, en troisième lieu, ils sont attaqués continuellement par les Amérindiens. Et puis, apparemment, on ne sait pas le Cartier ne le dit pas dans ses récits, mais en exploitant d'autres sources, des sources espagnoles,
on apprend que les Amérindiens ont tué au moins 40 de ces personnes. Donc, bref, ce n'est pas une réussite. Finalement, Cartier décide de plier bagages. Ils ont brûlé le fort qu'ils avaient construit pour s'assurer que les ennemis, en l'occurrence les Anglais, ne viendraient pas le récupérer. Et ils abandonnent le site. Il est en fait, le vrai capitaine, le vrai responsable de l'exposition, Robert Val, le sire de Robert Val, revient rejoindre Cartier à la fin de cette première année, au printemps. Ils se croisent. Robert Val, lui, va faire une tentative avec 2 navires et puis quelques centaines de colons de plus. Mais finalement, lui reste 1 an. Il passe l'hiver aussi à Québec et à la suite de en 1543, donc à la suite de la 2e année, lui aussi abandonne le projet et puis c'est la fin de cette première tentative de colonisation de la Nouvelle-France. Alors, je voulais juste... alors, ce site où il y a eu quand même 600 personnes, on a construit un fort, des bâtiments, avait été recherché depuis le 19e siècle par les archéologues québécois et canadiens, mais n'avait jamais été trouvé. Alors, c'est un grand mystère. Tout le monde se demandait... on savait, d'après les récits de Cartier, qu'il y avait eu un établissement à cet endroit, mais on ne l'avait jamais trouvé. Et en 2008, lorsque Québec a fêté son 400e anniversaire de fondation, la municipalité, la ville de Québec, avait décidé de construire un belvédère à cet endroit pour pouvoir faire un peu d'interprétation puis de faire venir les touristes pour qu'ils puissent voir au moins où était situé le site et d'avoir une belle vue du Saint-Laurent, comme vous pouvez voir ici. On a une très belle vue dégagée du Saint-Laurent. Mais bon, ils ont quand même fait faire des fouilles de sauvetage par un jeune archéologue québécois qui s'appelle Yves Chrétien. Et puis, lui, le premier jour des fouilles, il trouve le site. Alors, ça a été une grande découverte. Vous imaginez, pour l'Amérique du Nord, c'est le premier site d'occupation européen, le plus ancien site d'occupation européen en Amérique du Nord. Donc là, tous les médias des États-Unis et du Canada étaient là. Ça a été très médiatisé. Le jeune archéologue est devenu célèbre dans l'espace de quelques heures. Et puis, le gouvernement, finalement, a donné 7 millions de dollars pour fouiller le site pendant 5 ans. Donc, les archéologues étaient aux anges. Et donc, il y a eu des grandes fouilles qui ont été menées de 2008 à 2013 à peu près, sur une période de 5 ans. Alors, on a bien délimité le site. À peu près 20% du site a été fouillé. Et puis, on a trouvé beaucoup d'objets qui correspondent à des objets de cette époque, première moitié du XVIe siècle. Vous voyez des objets en fer, des haches qui étaient utilisées pour tailler les pièces de bois pour fabriquer le fort et les maisons, des boulets de canon, il y avait même des bagues, là, vous voyez des objets décoratifs, de la céramique, de la céramique de l'époque, etc. Puis on a trouvé également du matériel amérindien, de la poterie amérindienne, qui est typique des Amérindiens de cette région, qui s'appelle des Iroquoiens du Saint-Laurent, donc de la pierre taillée, de la poterie, etc. Mais bon, les fouilles archéologiques nous ont permis de mieux comprendre le site, de comprendre un peu mieux comment les gens vivaient sur ce site, etc. Mais c'est quand même un événement isolé et on n'avait pas beaucoup d'informations sur l'impact de cette tentative de colonisation sur les Amérindiens, par exemple, ou l'information était vraiment limitée à cette période très précise et ne donnait pas beaucoup d'informations sur ce qui s'était passé par la suite. Alors, on a les voyages de Champlain, le premier récit de Champlain qui s'appelle Des Sauvages, 1603. Mais entre les deux, on a à peu près rien, ou très peu de choses. Je voulais vous montrer ici une carte
de l'Amérique du Nord-Est avec les Grands Lacs et avec une indication des différents groupes amérindiens qui occupent ce territoire pour rappeler que il y avait des Amérindiens partout dans cette région. Moins dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent parce que Terre-Neuve était une région peu peuplée. On estimait qu'il y avait peut-être 500 Amérindiens sur ce territoire qui est plus grand que la France, imaginez. Et puis sur la côte nord, Labrador aussi très peu peuplé. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur du Saint-Laurent, là, il y a des populations beaucoup plus importantes le long du Saint-Laurent et surtout dans la région des Grands Lacs. Et puis sur la côte atlantique aussi, à partir de là où il y a les Micmacs, là vous voyez, Nouvelle-Écosse, en allant vers le sud, cette côte-là était aussi assez peuplée par différents groupes qui faisaient partie de la même famille linguistique, ce sont des Algonquins. Enfin, il y a deux. Traditionnellement, tout ce territoire était occupé par les Algonquins, qui sont des chasseurs-cueilleurs, qui font la chasse et la pêche et la cueillette essentiellement. Mais vers l'an 1000, c'est-à-dire seulement 500 ans avant l'arrivée des Européens, le territoire va être occupé par un deuxième groupe qui va monter vers du sud, de la vallée du Mississippi, et qui va remonter vers le nord et coloniser cette région. Ce sont les Iroquois, ou les Iroquoiens, qui sont, à la différence des Algonquins, des cultivateurs, des gens qui cultivent le maïs. Enfin, ils cultivent trois plantes, le maïs, les courges et les haricots, essentiellement. Mais ce sont des populations relativement sédentaires qui pratiquent l'agriculture et qui peuvent donc produire beaucoup plus d'aliments et donc soutenir des niveaux de population beaucoup plus élevés. Alors, ce qui fait qu'ils vont devenir beaucoup plus nombreux que les Algonquins, qui sont des chasseurs-cueilleurs, et ils vont commencer à dominer toute cette région en faisant le commerce, bien sûr, avec ces groupes, mais en les repoussant vers le nord et ensuite le long de la côte atlantique. Vous voyez? Donc je voulais vous dire deux mots sur les sources, parce que si on veut faire avancer les connaissances sur une période qui est peu ou mal connue, il faut essayer d'identifier des nouvelles sources, parce que en se fiant seulement au récit de voyage, comme je vous l'ai dit, il n'y en a que deux, ceux de Cartier, puis après ça Champlain. Et donc j'ai identifié des nouvelles sources qui sont essentiellement les archives notariales des ports maritimes français. Alors surtout, c'est à peu près la seule source écrite qui peut nous donner de l'information sur le 16e siècle canadien ou nord-américain. Alors ce sont des sources qui ont été assez bien conservées généralement et qu'on retrouve dans les différents ports, notamment à Bordeaux, La Rochelle, Rouen, qui étaient des ports qui étaient en lien avec le Canada. Alors, le problème, c'est que les archives notariales, il faut en dépouiller beaucoup pour commencer à avoir une vision d'ensemble de l'activité, parce que ce sont des actes qui donnent de l'information sur l'expédition d'un navire, par exemple, et il faut en dépouiller plusieurs centaines pour avoir une idée du nombre de navires qui sont partis, ce qu'ils ont fait, etc. Alors ça a été... Donc il faut en dépouiller beaucoup, donc c'est long et ardu, d'autant plus que ces documents sont très difficiles à lire. Les archives notariales du XVIe siècle sont vraiment en paléographie, ce sont parmi les documents les plus difficiles à lire. Donc là, j'ai eu la chance de bénéficier de subventions du gouvernement canadien, de bénéficier aussi de l'aide d'étudiants que j'ai pu former, embaucher, des chercheurs français aussi qui m'ont aidé. Et on a, sur une période d'à peu près 10 ans, dépouillé à peu près 6000 actes pour essayer de combler les connaissances sur cette période, essentiellement de 3 grands ports, Bordeaux, surtout Bordeaux, La Rochelle et Rouen. Pourquoi ces ports? Parce que ce sont les seuls grands ports où les archives sont conservées. Saint-Malo était aussi un port qui armait beaucoup pour Terre-Neuve et le Canada, mais
Les archives sont disparues. Puis après ça, il y a tous les ports de la Bretagne aussi. On n'a rien trouvé pour la Bretagne. La Normandie, c'est mieux avec Rouen, Le Havre. Puis après ça, il y a La Rochelle, Bordeaux. Les ports basques, tout est perdu aussi. Alors, mais bon, ça nous a quand même permis d'avoir une assez bonne idée, d'avoir une bonne documentation écrite de cette période. Alors, nous avons complété cette information, ce corpus de documents écrits, avec les résultats de fouilles archéologiques. Parce que, il faut dire que dans cette partie de l'Amérique du Nord, il y a eu énormément de fouilles archéologiques qui ont été menées depuis le début du XXe siècle. Alors, il y a beaucoup de sites qui ont été fouillés de façon systématique et même souvent plusieurs sites d'une même région. Donc, on connaît très bien, enfin les archéologues, il faut dire aussi que c'était une région où il y avait beaucoup d'Amérindiens, donc une région assez peuplée. Surtout les sites sédentaires sont assez faciles à identifier parce qu'il y a des accumulations importantes de matériel. Et puis, il y a aussi beaucoup de villes et d'universités dans cette partie du Canada et des États-Unis avec des moyens financiers qui permettent de financer des fouilles archéologiques et même de développer des programmes d'études en archéologie dans les universités. Et on crée des écoles de fouilles l'été pour former les étudiants. Donc, bref, il y a eu beaucoup de fouilles. Alors, moi, j'ai étudié peut-être une centaine de fouilles, de sites qui ont été fouillés. Une centaine. J'en ai fouillé seulement un moi-même, mais j'ai lu les rapports de fouilles qui avaient été faits par d'autres personnes ou des articles publiés dans des revues scientifiques. Alors, et puis bon, lorsqu'on trouve des nouvelles sources comme ça, souvent on peut relire les anciennes sources comme les récits de voyage avec un nouvel éclairage, une nouvelle perspective. Alors, j'ai pris la peine de relire un peu Cartier, Tevet, les récits, et surtout Champlain de cette époque. Et puis même les relations de voyage du début du XVIIe siècle, comme l'Escarbot, Champlain, bon, il y a Nicolas Denis, puis les relations des récollets et des jésuites, les relations des missionnaires, Sagard, le jeune, Brébeuf, l'allemand, qui nous donnent des informations sur ces groupes amérindiens au début du XVIIe siècle. Mais bon, on peut faire des déductions à partir des informations de cette période pour savoir ce qui se passait avant. Alors, j'ai voulu essayer aussi d'expérimenter des nouvelles approches, des nouvelles méthodes. Comme le disait Éric Thierry tout à l'heure, comme il s'agissait essentiellement, que ce soit les archives écrites, les archives notariales ou les fouilles archéologiques, il était beaucoup question des échanges et des objets échangés. Et donc, j'ai pensé que la meilleure façon d'aborder l'histoire de cette période, ce serait par l'étude des objets, par l'étude des échanges entre les Français et les Amérindiens et les objets qu'ils ont échangés. Alors, finalement, j'ai fait l'étude de 4 objets qui font chacun l'objet d'un chapitre. Donc, les 2 objets les plus convoités, les plus recherchés par les Français en Amérique à cette époque et pendant toute l'époque de la Nouvelle-France, en fait, ça va être la morue et le castor. Le castor et la martre, disons les fourrures, mais surtout le castor, et la martre est aussi assez recherchée à l'époque. Bon, il y a d'autres fourrures aussi, mais c'est surtout le castor. Et puis après ça, j'ai voulu essayer de comprendre aussi ce qui intéressait les groupes amérindiens, et donc j'ai retenu et j'ai étudié les 2 objets les plus recherchés par les Amérindiens, c'est-à-dire le cuivre et les perles de verre. Le cuivre et les perles de verre, c'est-à-dire la verroterie. Oui. Répétez. Oui, les objets. Ah oui, alors c'est les 2 objets qui étaient les plus recherchés par les Français à cette époque dans cette partie du monde, c'est la morue, la morue, et puis donc le poisson et le castor, la fourrure de castor. Et puis ensuite, les 2 objets les plus recherchés par les Amérindiens,
c'était le cuivre, essentiellement le cuivre sous forme de chaudron, des chaudrons de cuivre et des perles de verre. D'accord? La verroterie. Hein? Alors, donc, il y avait aussi j'avais un autre souci. Je voulais faire cette étude finalement par le biais de la culture matérielle, aussi parce que pour essayer d'avoir la perspective des Amérindiens et d'essayer de comprendre leur vision de ces échanges, puisque les Amérindiens n'écrivaient pas, n'avaient pas la pratique de l'écriture, et donc on n'a pas de texte écrit provenant des groupes amérindiens, donc pas de source. Les archives orales, lorsqu'on interroge les groupes amérindiens aujourd'hui, la mémoire du passé remonte rarement au-delà du 19e siècle. Hein? Donc il n'y a pas de mémoire orale non plus de cette période. Et donc la seule façon de l'appréhender, c'est par les objets, par l'archéologie. Hein? Donc c'est une autre raison qui m'a amené à étudier, à faire cette étude des objets en quelque sorte, plutôt que des personnes. Puis peut-être juste un dernier petit point, c'est que il y a aussi un intérêt, lorsqu'on étudie les objets, on peut étudier l'histoire dans la longue durée, parce que les objets durs, généralement, les objets matériels, ont une durée de vie qui est plus longue que celle des personnes. Hein? Alors donc ça permet d'étudier l'histoire de ces relations dans la longue durée sur plusieurs siècles, alors que lorsqu'on étudie les personnes, hein, c'est moins possible. Alors, je voulais juste vous montrer ici un document, un acte notarié, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Ici, c'est un contrat qui s'appelle un avitaillement. Alors, c'est un contrat qui, comme son nom l'indique, qui est un document, enfin un contrat qui vise à emprunter de l'argent pour acheter des vivres pour le navire, hein, pour l'équipage du navire. Alors, dans ces contrats, qui sont généralement entre 2 et 4 pages de longueur, on donne souvent d'abord le nom du navire, hein, c'est le nom du navire. Ici, on dit et le nom du capitaine. Le capitaine du navire, c'est un basque, Mequito Doyarzabal, maître et bourgeois du navire nommé la Marie de Saint-Vincent. Saint-Vincent, c'est le nom de la paroisse de Cibourg. La ville de Cibourg n'était pas connue sous ce nom à l'époque, mais on sait bien que c'est la ville de Cibourg. Du port de Santonneau, donc on a le tonnage du navire. Après ça, on a les 4 marchands ou bourgeois qui prêtent à ce capitaine et propriétaire du navire de l'argent. Alors il y a ce Bertrand Duharier qui est basque, lui il est basque. Jean Pinson, lui c'est un Bordelais. Bertrand de Tarta, lui aussi un Bordelais. Et Bertrand de Palot. Puis aussi il y a une veuve, une femme, Jeanne de Labat, qui est la veuve du sire Jean Denis. Donc, ils prêtent pour que on puisse acheter du pain, du vin, du sel, parce que c'est un navire qui s'en va à la pêche à Terre-Neuve, et donc on a besoin du sel pour saler la morue, avec du vin, et toute autre victuaille, etc. Alors, on dit bien qu'ils vont aller cette année en Terre-Neuve, donc au Terre-Neuve, pour la pêcherie des morues, enfin c'était le mot qui était utilisé. On écrivait avec un L au lieu d'un R. La chasse aux baleines, ils peuvent aussi chasser la baleine. Et puis, autres poissons. Et puis ensuite, on dit qu'ils vont aller aussi au Canada trafiquer et négocier avec les sauvages. Hein? Alors, les sauvages, c'était le mot. Aujourd'hui, c'est péjoratif d'utiliser ce mot, mais dans tous les documents historiques de l'époque, on parlait des Amérindiens, on utilisait le mot sauvage. Donc, ils vont aller traiter avec ces sauvages au Canada. Donc, vous voyez, il y a une distinction. Ici, on fait la distinction. On va pêcher la morue à Terre-Neuve et trafiquer au Canada. Et puis, un peu plus loin, on donne les objets qu'on a achetés pour faire le commerce avec les Indiens. Hein? Alors, on dit 200 chaudières de cuivre rouge neuve, garnies de fer, et quantité de couteaux,
et diverses sortes de merceries, donc des objets de couture qui étaient recherchés par les femmes amérindiennes, ainsi que de la quincaillerie. Quincaillerie, ça c'est de la quincaillerie. Donc pour le prix de 453 écus. Alors, est-ce que vous êtes étonné de voir l'achat de 200 chaudières de cuivre rouge? Alors, ce sont des chaudrons de cuivre. Qu'est-ce que les Amérindiens pouvaient bien faire avec des chaudrons de cuivre? Alors, on prie ici rouge neuve. Donc, on ne veut pas des chaudrons usagés. On veut du neuf. Et on veut qu'il soit rouge et garni de fer. Je ne sais pas, est-ce que... oui. Qu'est-ce qu'on pouvait bien... Je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à tomber sur ces documents, je me posais beaucoup de questions parce que je me disais, pourquoi des chaudrons de cuivre? Est-ce que ça vous surprend? Bon, alors... Comment? Enfin, je voulais juste garder ça à l'esprit parce que c'est vraiment, après ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'objet qui était le plus recherché par tous les groupes amérindiens de cette période. Bon, je voulais juste peut-être souligner ici, j'ai indiqué qu'il y a les taux d'intérêt qui sont pratiqués sont toujours assez élevés, 30%. Donc, ouais. Et en période de guerre, ça pouvait monter à 50. Alors donc, c'est quand même des voyages risqués. Il y a un risque assez important. Donc, on pratiquait toujours des taux d'intérêt de cet ordre, de 25 à 30%, qui pouvaient monter à 40 et 50 en période de conflit. On a indiqué qu'il y a 35 hommes d'équipage, grands et petits, donc ça c'est à peu près normal. Et puis on indique que le navire va aller au port de Gaspé, près de 10 lieues du Canada, enfin pour faire la traite, et le bateau, enfin puis pour ce qui est de la pêche à la morue, ça sera plutôt Terre-Neuve. Bon, alors bon, on n'a pas le temps de regarder tout le document parce que je voulais juste là vous souligner les parties qui me semblaient les plus importantes. Alors, ce que nous avons fait avec ce corpus d'actes notariés, vous voyez, on a dépouillé chaque document, on a fait un fichier électronique, on a fait une fiche pour chaque navire, et donc on a fait un compte des navires qui étaient armés chaque année pour l'ensemble du siècle. Bon, enfin, pas tout à fait chaque année parce que ça aurait été trop long. On a pris 2 années tous les 5 ans. Donc, vous voyez, 1544-45, on a dépouillé 2 années. Après ça, on a dépouillé 5 ans plus tard, ou bien 4 ans plus tard, 49-50. Après ça, 54-55, vous voyez, pour essayer d'avoir une idée du nombre de navires qui étaient armés pour ces activités. Et aussi, pour connaître un peu l'évolution de l'activité sur le siècle, pour savoir est-ce qu'il y en avait plus au début qu'à la fin, ou est-ce qu'il y en avait plus au milieu du siècle qu'au début. Et effectivement, bon, on a eu pour Bordeaux, les archives notariales de Bordeaux sont vraiment extrêmement bien conservées. La conservation est de l'ordre de 80%, donc on a une très bonne conservation à Bordeaux. On a pu vraiment avoir, à partir des archives notariales de Bordeaux, une bonne idée de l'évolution de l'activité sur l'ensemble du siècle. Alors que, bon, à Rouen et à La Rochelle, malheureusement, les archives notariales à partir des années 1565, la conservation est très mauvaise et puis il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors on a juste dépouillé la période du milieu du siècle. Mais il n'en demeure pas moins que on voit que avant 1500, avant les voyages de Cartier, on trouve quelques armements, mais pas beaucoup. Juste quelques-uns, 2 à 5 par année maximum. Des fois aucun. 0 à 5, je dirais. 0 à 5 par année. C'est une activité qui est assez irrégulière. Mais à partir de 1544, là, on voit surtout 49, 50, on voit une augmentation très importante de l'activité à Bordeaux, mais aussi on voit la même chose à Rouen et à La Rochelle. Et puis si on fait l'addition des armements de ces 3 ports,
on arrive à 150 navires par année, hein, ce qui, à côté des 6 navires de Jacques Cartier, hein, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Donc, vous voyez que finalement, les voyages de Jacques Cartier, c'est, bon, je dirais pas une goutte dans la mer, mais disons que c'est un événement isolé à côté de toute cette activité de pêche et de traite des fourrures. Il y a je veux dire, si on s'en tient à Jacques Cartier, on manque le bateau en quelque sorte, hein? Parce que c'est vraiment là que ça se passait. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à Bordeaux, on arrive à 58, 61 armements de navires pour une seule année, hein? Et ça reste très élevé jusque dans les années 1580, les années 1580, 90, et ensuite c'est un déclin. Hein? Il y a un déclin à la fin du siècle. Après ça, au 18e siècle, ça remonte à partir des années 1610, 20, avec l'escargot, l'arrivée, quand l'escargot vient, etc. Là, ça reprend. Mais ça veut dire que il y a quand même, lorsque les colonisateurs arrivent, Champlain, bon, et les autres, c'est une période plutôt de déclin. Hein? Et c'est peut-être ça qui a favorisé la colonisation, parce que là, les colonisateurs avaient moins de concurrence de ces pêcheurs et de ces traiteurs libres. Alors, voilà, ça c'était une première constatation. On a pu aussi faire une ventilation de l'armement par port, et là on voit qu'à Bordeaux, finalement, les navires qui sont les mieux représentés à Bordeaux, qui viennent le plus souvent pour se faire ravitailler, ce sont les ports basques, hein, les navires des ports basques de Saint-Jean-de-Luz, Cibourg et Bayonne. Après ça, il y a Bordeaux qui arrive en deuxième position. Bordeaux arme aussi un certain nombre de navires. Et puis vous avez après ça les petits ports de La Rochelle et la Saintonge. Là, on en trouve un certain nombre. Puis Saint-Malo, bon, on trouve quelques navires qui viennent de Saint-Malo. Mais bon, Saint-Malo n'est pas un port qui vient beaucoup à Bordeaux. Enfin, les Malouins ne viennent pas beaucoup à Bordeaux parce qu'ils vont plutôt chercher leur sel à Noirmoutier ou bien au Portugal, et non pas à Brouage ou à Bordeaux. Hein. Alors donc là, ça nous a donné un peu une idée des différents ports, des différents marchands qui venaient ravitailler leurs navires à Bordeaux. Après ça, on a aussi pu faire une ventilation par type d'activité. Et là, on voit que c'est la pêche à la morue, hein, qui domine cette activité pendant tout le siècle. C'est vraiment la principale activité. Avec en deuxième... Et puis là, ce qu'on constate, c'est que c'est la pêche côtière, la pêche à la morue sur les côtes qui va se développer en premier, qui va demeurer beaucoup plus important que la pêche dite hauturière ou la pêche qu'on pratiquait sur les bancs de Terre-Neuve sans jamais venir à terre. Ça se développe plus tard. Il y a aussi la chasse à la baleine qui est pratiquée uniquement par les Basques et qui est très importante vers le milieu du siècle, mais qui va disparaître vers la fin du siècle. Là, on pense que c'est à la suite d'une surchasse et de l'épuisement des stocks de baleines, hein, parce qu'il y a eu jusqu'à 15 ou 20 gros baleiniers basques qui venaient chasser la baleine sur les côtes du Labrador et dans l'estuaire du Saint-Laurent, et les stocks de baleines ne sont pas très importantes à cet endroit, donc il y a eu une surpêche, je pense, et une diminution des stocks. D'ailleurs, ils le disent dans les documents, hein, que dans les années 1500, à partir des années 1560, il y a beaucoup moins de baleines, et puis ils essayent de se diriger plus vers le Spitzberg et puis vers la Norvège. Ensuite, il y a le développement de la traite des fourrures. À Bordeaux, elle apparaît, on trouve des références à la traite des fourrures dès le milieu du siècle, mais on commence à trouver des navires qui sont armés spécialement pour le commerce des fourrures seulement à partir des années 1580. Mais à La Rochelle, là, je n'ai pas de tableau pour La Rochelle, à La Rochelle, ça commence beaucoup plus tôt, on trouve des expéditions pour la traite des fourrures à partir de 1559-60. Et il y en a quand même une bonne trentaine, hein, qui sont armés de La Rochelle pour cette activité. Alors, juste ici, je voulais illustrer finalement cette activité de pêche à la morue. Il y a déjà dans André Tevet, on a déjà une illustration
de la pêche à la morue sur les côtes, où les bateaux arrivaient au printemps, s'installaient sur la côte, pêchaient avec des chaloupes le long des côtes, traitaient le poisson sur les grèves ou les plages de Terre-Neuve, de la Gaspésie. Enfin, ils étaient installés dans tout le nord-est, je dirais, de l'Amérique du Nord. Et puis, ensuite, à la fin de la saison, prenaient leurs poissons et le ramenaient en France ou en Europe. Il y avait beaucoup de poissons. Les Basques vendaient beaucoup en Espagne et puis au Portugal, pas juste en France. Et les Malouins, eux, déjà, commençaient à amener leurs poissons à Marseille. Et ça a été pour les Malouins un commerce qui a duré 3 siècles. Ils ramenaient le poisson de Terre-Neuve directement en Méditerranée, à Marseille, où il était redistribué en Espagne, en Italie, puis même en Grèce. Alors, il y a la chasse à la baleine qui a été relativement importante pendant le milieu du siècle. Alors là, on les voit installés sur les côtes. Alors, j'ai eu l'occasion de faire une fouille avec des archéologues sur un site basque. Alors, on trouve pas mal de sites de chasse à la baleine. Il y en a au moins une bonne vingtaine qui ont été identifiés. À peu près 6 ou 7 qui ont été fouillés, dont celui-ci à l'île aux Basques. Et on retrouve ces sites parce qu'ils ont laissé des traces, étant donné que les Basques fabriquaient des fours en pierre pour fondre les graisses de baleine. Alors, ils mettaient un énorme chaudron en cuivre, justement, dans lequel ils mettaient les morceaux de graisse de baleine qu'ils chauffaient et ils réduisaient cette graisse en huile, qui était mis ensuite dans des barriques, et puis comme on le voit ici, vous voyez, et embarqué sur les navires. Alors là, on a trouvé ce site, on a trouvé beaucoup de matériel, même on a trouvé un harpon utilisé pour la chasse à la baleine, des ossements de baleine, de la céramique basque, etc. Mais on a également trouvé des objets de traite, des bagues. Ici, une bague de femme en laiton, on en a trouvé 2 ou 3, beaucoup de perles de verre, et on a trouvé du matériel amérindien aussi, donc, qui était la preuve que les Amérindiens étaient présents sur le site en même temps que les Basques et qu'ils avaient échangé, des biens à cet endroit. Alors, alors maintenant, pour ce qui est des objets échangés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la morue ici, qui est illustrée déjà dans un ouvrage de Pierre Belon, Nature et diversité des poissons, en 1555. La morue est bien illustrée, et puis Belon nous dit qu'elle est pêchée à Terre-Neuve, etc. Et puis vous avez le castor, également bien illustré dans le Nature et diversité des poissons de Pierre Belon. Alors ici, il est comme un peu représenté avec les 2 pieds arrière dans l'eau et puis les 2 pieds devant sur la terre, parce que c'est un amphibie. Il vit dans l'eau et il vit dans ces 2 éléments au fond. Je voulais souligner que la morue, finalement, c'est elle qui a attiré vraiment le plus grand nombre de navires de pêche, et elle va permettre finalement aux Français de commencer à s'installer sur les côtes de Terre-Neuve, mais aussi de l'Acadie, de la Gaspésie, pendant la saison. Et l'intérêt de ce poisson, c'est c'est un poisson qui se trouve en très grande abondance. La preuve, c'est qu'on l'a pêché pendant 4 siècles et puis on n'a toujours pas épuisé les stocks. Et il est facile à saler. Et puis ensuite, il n'est pas pêché par les Amérindiens. Les Amérindiens n'ont jamais été très attirés par ce poisson. D'ailleurs, dans les récits de l'escargot, etc., ils se moquent un peu des Français qui, ils disent, les Français ne pêchent que ce poisson et ne comprennent pas qu'ils soient si attirés par ce poisson, alors qu'eux l'estiment beaucoup moins que l'esturgeon ou le saumon ou bien d'autres types de poissons qu'ils retrouvent sur leurs côtes. Mais il n'empêche que donc, comme ce poisson n'était pas recherché par les Amérindiens,
ils ont été relativement ouverts à l'idée que les Français l'exploitent. Hein. Puis il faut dire que c'est cette partie de l'Amérique du Nord-Est est très peu peuplée, donc il n'y avait pas beaucoup d'Amérindiens. C'est pas le cas. Par exemple, Champlain, lorsqu'il descend sur la côte de la Nouvelle-Angleterre pour ses voyages d'exploration, finalement, il rebrousse chemin parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'Amérindiens, ils font de la culture du maïs, et qu'il y a peu de chances que les Français puissent s'installer là. Hein. Donc, mais alors le castor, lui, l'intérêt du castor, c'est que il va permettre aux Français de progressivement, ces pêcheurs, hein, c'est d'abord les pêcheurs qui vont commencer ce commerce. Ça va être un petit commerce de pacotille, hein, ils échangent les objets dans leur coffre, les capitaines, les officiers mariniers vont faire ce petit commerce et progressivement ça va prendre de l'importance. Et au milieu du siècle, là, les Rochelais, avec les Normands, il y a beaucoup de bateaux normands qui partent pour faire la traite des fourrures depuis La Rochelle, hein, pas de Bordeaux. Mais le castor va inciter les Français à développer des contacts et des échanges avec les Amérindiens parce qu'ils ont besoin des Amérindiens pour attraper le castor, le dépecer, traiter sa peau et le ramener au comptoir de traite des Français. Hein. Donc, c'est sûr que le castor va amener les Français à développer ces alliances avec les groupes amérindiens et à pénétrer à l'intérieur des terres. Hein. Et c'est pour ça que Champlain, par exemple, en 1608, s'installe à Québec. C'est essentiellement pour installer un poste de traite à Québec. Hein. Et puis après ça, à Trois-Rivières, et ensuite à Montréal, et ensuite à Michilimackinac, et puis même jusqu'à Saint-Louis sur le Mississippi. Hein. Alors, ce sont essentiellement des postes de traite. Alors, voilà, donc ça c'est une carte de Terre-Neuve au milieu du 16e siècle, têtu. Alors, je voulais, sur les cartes de cette époque et dans tous les documents que j'ai pu dépouiller, les actes notariés, la désignation qui est utilisée le plus souvent, c'est les Terre-Neuve. Hein, les Terre-Neuve, utilisé pour désigner l'ensemble de ce territoire. Le mot Canada va apparaître plus tard, Acadie, même chose, beaucoup plus tard, vers la fin du siècle. Et je pense que le mot, à l'époque, ne renvoyait pas à la province de Terre-Neuve aujourd'hui, mais renvoyait au sens premier du mot, c'est-à-dire les Terre-Neuve, hein, que c'était les Terre-Neuve, que c'était en fait le Nouveau Monde dont il s'agissait. Ici, on a, ici encore le Tétu, il y a les Terre-Neuve, mais là, il mentionne le Canada, puis il y a aussi la côte de la Floride, qui est indiquée comme un peu plus au sud, et on va retrouver cette désignation dans les actes notariés, notamment de La Rochelle, pour désigner finalement la côte est américaine depuis le Cap-Breton, hein, ou la province de la Nouvelle-Écosse, jusqu'à la Floride d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est vraiment la désignation qui est utilisée pour tout ce territoire qui est le nord, toute la côte est américaine au fond. Hein. Et c'est là où la traite, on trouve les Normands et surtout les Rochelais vont pratiquer la traite sur cette côte à partir du milieu du 16e siècle. On va retrouver par exemple le mot de Cap-Breton, puis après ça, on sait qu'ils étaient dans la baie de Penobscot, puis peut-être aussi loin que le Chesapeake et la rivière Hudson, hein, qui va être nommée d'après celui qui l'a découverte, qui soi-disant l'a découverte, mais les traiteurs français étaient là bien avant lui. Hein. Alors, les objets échangés du côté des Amérindiens, alors je vous avais dit, les chaudrons de cuivre et puis les perles de fer, ce sont les deux objets qui sont les plus recherchés. Ce qu'on constate, c'est que ces objets européens, français en l'occurrence, vont connaître une grande diffusion sur toute l'Amérique du Nord-Est. Hein, donc, vont être diffusés sur un immense territoire très rapidement. Les archéologues trouvent des fragments de cuivre d'origine européenne dans la région des Grands Lacs dès
dès les années 1520, imaginez-vous, dès les années 1520, donc dès le début de la pêche, ça veut dire que les pêcheurs traitaient déjà avec les groupes amérindiens. Et puis on va retrouver aussi du cuivre européen dans la vallée de l'Ohio et même dans le nord du Mississippi dès les années 1570-1580. Donc il y a une très grande diffusion de ces objets dans toute l'Amérique du Nord-Est. Alors vous avez ici la carte de Champlain de 1632 qui j'ai repris parce qu'elle représente assez bien ces aires de diffusion de ces objets européens. Ils sont même plus à l'ouest. Là, Champlain ne connaissait pas encore le lac Michigan, ni le lac supérieur, ni le Mississippi, mais ces objets circulent déjà dans ces régions. Ça veut dire que les objets européens vont circuler dans ces régions bien avant la circulation des personnes. Les personnes vont commencer à circuler seulement un siècle plus tard. Donc les objets arrivent bien avant les personnes et sont un peu là pour représenter les personnes. C'est avec ces objets que les Amérindiens vont essayer de comprendre, d'appréhender les Européens. Voyez? Alors, voici les principaux groupes iroquoiens dont je vous ai parlé de cette région. Ce sont eux, les agriculteurs, les horticulteurs, qui occupent la vallée du Saint-Laurent. Là, vous avez Québec, Montréal. Après ça, tout le bassin des Grands Lacs, l'est des Grands Lacs. Les Hurons qui sont au nord du lac Ontario, là, les Wendat ou les Hurons. Et puis, vous avez les Iroquois, 5 nations qui sont au sud du Grand Lac, du lac Ontario, pardon. Et puis les Susquehanna qui sont aussi des Iroquois. Et là, cette rivière, Susquehanna, elle se jette dans la baie de Chesapeake, là où il y a la ville actuelle d'aujourd'hui de Washington. Donc, vous voyez, ces territoires sont tous liés par ces grands réseaux hydrographiques. Alors, c'est là qu'on trouve le matériel qui est traité sur les côtes va aboutir sur ces sites assez rapidement. Je voulais juste vous présenter rapidement ce site Huron ou Wendat qui a été fouillé par un archéologue de Toronto. Enfin, c'est le chef archéologue de la ville de Toronto qui a fouillé entre autres ce site qui s'appelle Mantle, c'est le nom du propriétaire actuel des terres, et un site qu'il a daté de 1500-1520 avec à peu près 4 à 5 000 personnes et une cinquantaine de maisons longues. Vous voyez, il a reconstitué ici les maisons de ces groupes. Alors là, ça aussi, c'est une reconstitution de ces maisons qui étaient des grandes maisons qui accueillaient souvent entre 6 et 12 familles. Des familles élargies. Il y avait généralement une famille, il y avait 2 familles par feu, puis il y avait souvent 4, 5, 6 feux dans la maison longue. Vous avez ici une reconstitution aussi de l'extérieur de la maison. Ce sont des maisons qui sont fabriquées, recouvertes d'écorce, souvent de l'écorce de bouleau. Et à l'intérieur, vous voyez, avec des systèmes de perches pour soutenir le toit, etc. Et vous avez là les lits qui sont disposés de chaque côté de la maison avec les feux au milieu. Alors, cet archéologue sur ce site a trouvé un morceau, le reste d'une hache ou un fragment de hache et 2 fragments de cuivre d'origine européenne qui datent du début du 16e siècle, 1500-1520. Vous voyez, ce sont les objets les plus anciens, les objets d'origine européenne les plus anciens qu'on ait trouvés en Amérique du Nord jusqu'à présent. Alors, puis là, il a retracé la hache, imaginez-vous, avait un poinçon qui était encore identifiable, et lui a retracé le poinçon au Pays Basque. Donc, on est à peu près sûr que c'est une hache qui est d'origine basque. Alors,
je voulais essayer de... une des approches que j'ai privilégiées, c'était l'usage, étudier l'usage des objets pour savoir un peu qu'est-ce que signifiaient ces objets pour les Européens, pour les Français notamment. Eh bien, le chapeau de castor, on voit que la mode du chapeau de castor va se développer avec l'arrivée des fourrures nord-américaines. Et donc, c'est, si vous voulez, mon hypothèse, c'est que cette mode va se développer en même temps, comme une façon de exprimer une sorte d'appropriation du Nouveau Monde par le vêtement, par le port de ce chapeau. Parce qu'on voit, il y a une mutation très importante dans la deuxième moitié du XVIe siècle par rapport au chapeau. Dans la première moitié du siècle, ce sont les chapeaux de style italien, chapeaux en velours et en coton, les bonnets, comme on les appelait, qui sont des petits chapeaux. À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, on voit apparaître le chapeau de castor, qui, ici, moi j'ai trouvé dans une archive à Paris, Henri IV achète un chapeau de castor en 1583. Et on sait que c'est lui qui soutient les Bordelais et les Basques notamment, mais même ceux de Rouen, dans le développement du commerce de la fourrure. Puis là, on le voit, le chapeau de castor va souvent être surmonté de plumes, donc un panache, plumes qui viennent, souvent des plumes d'autruche, qui viennent du Brésil à l'époque, qui est une autre partie du monde que les Français essayent de coloniser. Et puis ensuite, décoré, orné de pierres précieuses, de rubis, de diamants, etc. Puis on voit que alors vous avez ici un autre exemple, début du XVIIe siècle, où le chapeau va devenir de plus en plus ample aussi. Et c'est un chapeau qui va être destiné essentiellement à la monarchie, à la cour et puis à l'aristocratie. Donc porté par les élites. Alors vous avez ici un autre chapeau, début du XVIIe siècle, vous voyez, qui va prendre de l'ampleur et se développer. Alors, le castor est donc non seulement mis en valeur à travers sa fourrure et ce chapeau, qui est le couvre-chef en quelque sorte, qui est sur la partie supérieure du corps, mais on va commencer à encenser le castor lui-même et à dire que il n'a pas juste une belle fourrure, mais que c'est un animal intelligent. Qu'il est très intelligent, et non seulement intelligent, mais qui sait vivre en société, il sait s'organiser. Et on dit, les voyageurs, par exemple début du XVIIe siècle, vont commencer à faire ressortir ses qualités d'architecte. Parce qu'on dit, il est capable de construire des barrages très sophistiqués et réguler le niveau d'eau à quelques centimètres près, construire des cabanes à l'intérieur de ces étangs qu'il crée artificiellement et réguler le niveau d'eau pour pas que la cabane soit sous l'eau, pour qu'il ait les pieds au sec, comme dit, je pense pas que c'est l'escargot qui dit ça, mais peut-être du cru, qui dit les castors, même s'ils vivent dans l'eau, quand ils sont dans la cabane, ils aiment bien avoir les pieds au sec. Alors, on commence à faire l'éloge de son intelligence, de ses qualités d'architecte, et on dit même qu'il est très bien organisé socialement, que les castors vivent en colonies de plusieurs dizaines d'individus, même parfois plusieurs centaines, et qu'ils sont bien structurés, il y a un chef, il y a des commandants, il y a des ouvriers, il y a des maçons, ceux qui construisent les barrages, il y a ceux qui construisent les cabanes, et qu'ils ne font jamais rien sans se consulter, qui sont très consensuels dans leur forme de prise de décision. Et alors il y a plein Ducreux, par exemple, son Histoire du Canada, on voit ça dans tous les récits. Laontan, qui va faire l'éloge, Laontan, qui fait des récits à la fin 16e, début 17e plutôt, a pris la peine de faire un dessin très très précis de ces cabanes de castors, de leur
des barrages ou des digues qu'ils construisent. Il dit même qu'ils sont, les maîtres de digues de la Hollande auraient des leçons à prendre d'eux. Et puis, alors ici, bon, vous voyez ici, on représente cette colonie de castors. Ça, c'est une carte de Nicolas de Lefebvre, qui représente une colonie de castors devant les chutes de Niagara. Et là, je pense qu'ici, il veut évoquer l'idée qu'il serait même capable de construire un barrage pour bloquer les chutes de Niagara. Alors là, dans plusieurs récits, on va dire que, notamment chez les jésuites, que les castors sont intelligents et qu'ils sont même capables de communiquer entre eux. Et puis, il y en a qui disent qu'ils les ont surveillés la nuit, et ils font des réunions la nuit, et puis ils font toutes sortes de bruits bizarres, comme s'ils se parlaient. Et ils disent que vraiment, René Descartes avait tort de penser qu'il n'y a que les humains qui ont la capacité de raisonner, parce que les castors sont capables de raisonner, et qu'il y a plusieurs critiques qui sont dirigées envers Descartes et puis les cartésiens. Hein? Alors, vous avez ici aussi une représentation, Charlevoix, qui fait une grande histoire de la Nouvelle-France, publiée en 1744, dans le frontispice de son premier volume. Il représente ici, vous voyez, deux castors en train de construire un barrage, et il les compare avec des abeilles, hein, pour évoquer l'idée qu'ils sont comme les abeilles, ils sont très, très travailleurs, bien organisés, et dans tous ces récits, finalement, ce qui est évoqué, c'est que le castor devrait devenir un modèle pour les colons, hein, que les colons devraient s'inspirer des comportements des castors pour devenir des bons colons, pour fonder une colonie solide, hein, qui aura de l'avenir. Et puis même, là on va jusqu'à dire que le castor devrait servir de modèle même pour la métropole, et que c'est un modèle parfait de la République qu'il prône sur la monarchie. Hein, donc le castor rentre dans le débat sur les Lumières dès la fin du XVIIe siècle. Alors, puis je dois vous dire qu'au Canada, il a toujours conservé un peu cette image jusqu'à aujourd'hui. Le castor est toujours un petit peu un modèle, et il figure sur notre monnaie, et notamment sur cette pièce de 5 cents. Alors, il y a donc, voilà les usages du castor chez les colons et puis chez les Français. Maintenant, je voulais essayer de voir un peu à quoi les objets que les Amérindiens obtenaient des Français, à quoi servaient-ils, hein, comment est-ce qu'ils s'en servaient. Et là, l'idée, c'est de voir un peu, d'essayer de comprendre le sens qu'ils donnaient à ces échanges. Eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que les chaudrons de cuivre sont souvent découpés pour faire des ornements corporels. Hein. Alors, on va les découper pour faire des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, ou les petits cliquotis là qu'on voit ici, qui sont souvent attachés à des vêtements et qui sont comme des petites cloches, hein, qui clignotent, qui clicotillent lorsque on marche, on les met sur les mocassins, etc. Donc, utilisés en grande partie pour faire de l'ornementation corporelle, de la même manière que les perles de verre. Les perles de verre, là c'est un peu plus normal, hein, c'était leurs usages en France et ailleurs en Europe, mais le cuivre qui était très recherché, pourquoi? Parce que il était considéré comme le métal précieux de tous les groupes amérindiens de l'Amérique du Nord. Hein. Ceux du Sud étaient plutôt attirés par l'or et l'argent, alors que ceux du Nord ont toujours été plus attirés par le cuivre, par le rouge, le caractère rouge du cuivre. Et d'ailleurs, dans les récits de voyage, ça revient continuellement. Ils vont nous dire non, à commencer par Verrazzano, hein, qui présente
des objets d'argent et d'or aux Amérindiens du sud de la Nouvelle-Angleterre, et puis là, ils voient qu'ils ne sont pas intéressés, et ils constatent qu'ils sont attirés par le cuivre rouge et les perles de verre. Hein. Et c'est vraiment ce qui attire tous ces groupes. Donc, c'est le métal précieux, c'est considéré comme quelque chose de rare qui, en le mettant sur le corps, c'est une façon d'embellir le corps, surtout pour les femmes, mais il est aussi porté par les guerriers avant qu'ils partent en guerre, et c'est une façon de les fortifier, hein, de leur donner le courage et la force nécessaire pour bien combattre. Hein. Mais il y a aussi des chaudrons qui sont conservés entièrement, hein, qui vont être utilisés, nous dit les voyageurs, par exemple dans des premières moitiés chez Brébeuf, puis même Marie de l'Incarnation parle de ils font des grands festins, alors ils conservent les chaudrons de cuivre dans leur cabane, et c'est seulement lors des très grands festins qu'ils vont les sortir pour faire des repas festifs. Hein. Ça c'est intéressant de voir que finalement ces objets européens vont être ramenés au corps et exposés sur le corps. Et c'est quelque chose que les voyageurs aussi remarquent. Le jeune, par exemple, un jésuite qui arrive à Québec en 1632, 1632, hein, c'est bien ça. Alors, il est tout curieux parce que, bon, là, il commence sa mission, il n'a jamais vu des Amérindiens, il fait plein de commentaires, et il remarque que, justement, il porte les objets européens sur le corps, et il dit, j'ai été étonné, j'ai rencontré un chef amérindien qui avait autour du cou et qui portait comme pendentif une poulie de navire. Hein, une poulie du gréement d'un navire. Donc, vous voyez, hein, il y avait cette volonté probablement d'exposer, d'utiliser le corps comme un lieu d'exposition, hein, de ces objets exotiques, hein, qu'ils avaient acquis et qu'ils voulaient montrer finalement aux autres. Alors là, les perles de verre. Le verre n'était pas connu chez les groupes amérindiens, donc je pense que c'était un objet très convoité parce on pouvait le retrouver en grand nombre. C'était un objet très lisse qu'on pouvait avoir en plusieurs couleurs également. Et le mot que les Amérindiens ont donné, presque dans les dictionnaires que les jésuites ont fait des langues amérindiennes, comme c'était un objet qui n'existait pas dans leur culture, ils n'avaient pas de mot pour le désigner avant l'arrivée des Européens. Et le mot qu'ils vont utiliser pour le désigner, c'est l'œil. Hein? Donc, on a l'impression que cet objet renvoyait à l'œil. Hein? Et puis ensuite, j'ai trouvé dans les collections archéologiques l'effigie, c'est une l'effigie sur une pipe. Et là, on voit c'est une pipe en terre cuite qui a été fabriquée en terre cuite. Et là, on a mis dans l'œil de l'hibou une perle de verre bleu, là, celle-ci, on en a trouvé plein à Bordeaux, là, des achats de ces perles, et une perle en coquillage aussi dans l'autre œil. Hein, donc, vous voyez, je pense, par la culture matérielle, ils ont aussi exprimé, associé cet objet à l'œil. Hein. Mais c'était des objets surtout portés comme ornementation corporelle pour faire des bracelets, des pendentifs, des chevillettes, des ceintures aussi. Et autre chose intéressante, c'est que ces objets qui ont été traités au XVIe siècle et pendant au moins la première moitié du XVIIe siècle, se retrouvent presque tous dans des contextes de sépulture. Ça veut dire que les archéologues les retrouvent enterrés avec les personnes qui les portaient visiblement, ou encore on voit qu'il y a eu aussi des offrandes qui ont été données à des personnes vivantes de ces objets qui ont pris le chemin de la tombe. Hein. Et c'est systématique. 95% des objets européens traités à cette époque atterrissent dans des tombes. Alors, tellement que moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des archéologues qui ont fouillé un même site pendant 25 ans, et ils me disent, on trouve tellement peu d'objets européens sur les sites qu'on a l'impression que les seuls qu'on trouve, ce sont des objets qui ont été perdus, hein, qui ont été égarés. Comme les perles de verre sont très petites, faciles à perdre, donc on en trouve quelques-uns sur les sites, mais il y avait vraiment une volonté
de les enterrer avec les morts. Et puis là, on retrouve ici, là, ça c'est un site Micmac à Pictou, des chaudrons de cuivre qui sont renversés, qu'on a retrouvés dans une tombe, renversés, toujours dans cette position renversée, donc, et avec des restes humains, des ossements, des cheveux, un peu de chair, des restes humains à l'intérieur. Donc, comme s'ils avaient servi un peu de cercueil, vous voyez, ou au moins pour protéger les morts. Alors là, ici, ça c'est un autre exemple d'un chaudron qui a été retrouvé et aussi à Pictou, là, ça c'est le même site. Et puis, étonnamment, on trouve également des chaudrons qui ont été volontairement percés avec des haches et des pics. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît assez fréquemment. Donc, en examinant ces chaudrons, on constate que souvent ils n'ont pas de traces de feu, très peu de traces d'usure, comme si ils avaient été à peu près, qu'ils n'avaient pas servi pour le monde des vivants, mais qu'ils avaient été rapidement enterrés, et au point où on les a même volontairement détruits ou percés, comme si pour s'assurer qu'ils n'allaient jamais servir à faire la cuisine. Voyez? Donc ce sont des objets vraiment rituels qui ont une sorte de valeur symbolique, spirituelle, qui sont réservés finalement pour les gens qui ont trépassé, hein, et qu'on va retirer finalement de la circulation marchande et d'usage quotidien, d'usage sur terre, pour en faire une consommation vraiment ostentatoire au point où on les enterre rapidement après leur acquisition. On a aussi, ça c'est des pratiques funéraires qui sont celles des Micmacs, donc des chasseurs-cueilleurs algonquins. On a aussi des pratiques funéraires des Iroquois, qui sont les agriculteurs, horticulteurs de la région des Grands Lacs. Alors eux, ils pratiquent ce que les Jésuites ont appelé la fête des morts, qui est une pratique funéraire un peu différente, qui est plus collective, parce que ce sont des groupes qui vont occuper un site pendant 12-15 ans, le temps d'épuiser les sols, et une fois que les sols sont épuisés, ils vont déplacer le site et s'installer un peu plus loin, souvent le long d'une rivière. Et pendant l'occupation du site, lorsqu'il y a des morts, des gens qui décèdent, on les enterre individuellement, près des maisons, ou même quand c'est des enfants, souvent dans les maisons. Avant de relocaliser, avant de quitter le village pour s'installer ailleurs, on va faire cette fête qui va être, selon les jésuites, la fête la plus importante du groupe. Hein, c'est vraiment, et c'est fait seulement une fois tous les 12-15 ans. Et là, ce qui consiste finalement à déterrer, ça se passe la nuit, à déterrer les morts, à soigneusement enlever la chair des os, de transporter les ossements enveloppés souvent de peau de castor, et de les lancer dans cette fosse collective. Hein. Et donc, avec les ornementations corporelles qu'ils avaient, puis même on leur fait des offrandes, souvent d'objets européens. Il y a des bonnes descriptions de cette fête des morts dans les relations des jésuites, notamment Brébeuf, qui fait une description très détaillée d'une fête des morts chez les Hurons en 1636. On s'est longtemps demandé est-ce que les jésuites disaient vrai, est-ce que c'était vraiment ce qui se passait, etc. Il y a un archéologue américain, Kenneth Kidd, qui a fouillé, qui s'est fié au récit de Brébeuf, qui a retrouvé le site et qui l'a fouillé en 1952, et il a retrouvé à peu près tout ce que Brébeuf avait dit, et il a remarqué qu'il y avait à peu près l'équivalent de 1000 personnes qui avaient été enterrées dans cette fosse, que les squelettes étaient tous désarticulés, et ça c'était, Brébeuf l'explique, il dit, en plus, lorsqu'il lance les ossements dans la fosse, il y a 2 hommes à l'intérieur de la fosse avec des perches qui remuent les ossements, qui remuent pour désagréger les squelettes, et
Et puis, comme si, il voulait renvoyer finalement l'individu à une espèce d'anonymat pour le ramener à la collectivité, au fond. C'est un peu l'interprétation que j'en donne. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai lu j'ai trouvé très intéressant ce récit de Brébeuf, puis là, je trouve l'article de Kenneth Kidd, puis qui est assez connu quand même, parce que c'est un archéologue qui est devenu assez célèbre. Et puis, en relisant Brébeuf, à la fin du récit, Brébeuf nous dit, c'est un jésuite français, il nous dit, finalement, nous les Français, on appelle cette fête la fête des morts, mais en fait, eux, dans la langue huronne, ils l'appellent la fête de la chaudière, ou du chaudron. et il y avait au milieu de la fosse, justement, d'après les fouilles de Kenneth Kidd, un chaudron de cuivre renversé sur des ossements humains. Hein. Et Brébeuf dit même que il dit les deux personnes étaient dans la fosse en train de remuer les ossements comme s'ils cuisinaient les morts. Hein? Alors donc, vous voyez, il y a un peu cette idée qu'on renvoie à la cuisine, au mélange. Et je pense qu'on était en train de vouloir reconstituer la collectivité avant qu'on se déplace sur le nouveau site. Hein? C'est une façon de reconstituer la collectivité avant de se déplacer et de s'installer. Parce que c'est une façon de reconstituer la collectivité des morts, mais aussi des vivants. Parce que là, on fête, je veux dire, on invite, tout le monde est invité, sauf les jésuites, on n'est pas très... on n'est pas... Alors, là, j'ai voulu comparer un peu ça à un cabinet de curiosité, parce que c'est une espèce de lieu de conservation des objets exotiques qui viennent des Européens. Hein? Et c'est là qu'on les retrouve regroupés. Alors que les cabinets de curiosité en Europe, ça a été un peu ça. Hein, c'est le début des musées où on regroupe des objets exotiques qui viennent de d'autres parties du monde. Mais là, pas sous terre, mais sur terre, hein, dans des cabinets. Alors, on pourrait penser que cette histoire des échanges s'est terminée à ce moment-là avec les objets qui ont été enterrés. Je pense que c'était probablement la volonté des groupes amérindiens qui, en enterrant ces objets, souhaitaient les rendre sacrés, faire en sorte qu'ils soient réservés aux personnes décédées. Et puis même, dans certains récits, on dit, les jésuites ou même Nicolas Denis, il dit, pourquoi est-ce que vous enterrez ces objets que vous prisez tant, pourquoi vous les enterrez avec vos morts? Et le chef amérindien lui répond, ce sont des objets de nouvelle introduction, et on a peur que nos personnes décédées ne vont pas les retrouver dans l'autre monde. Et donc, c'est une façon de s'assurer qu'ils vont pouvoir les prendre avec eux dans l'autre monde. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. Mais bref, disons que l'histoire de ces objets ne s'est pas terminée à ce moment-là, puisque à partir du 20e siècle, les archéologues ont commencé à fouiller ces sites, et notamment les sépultures, parce que c'est là qu'ils trouvaient tous ces objets. Hein. Donc il y a eu vraiment une exploitation assez systématique des sépultures amérindiennes par les archéologues jusque dans les années 1980 à peu près. Vous voyez, on a trouvé beaucoup de chaudrons de cuivre comme ça, qui sont devenus des objets de collection archéologique, ont été intégrés à des collections de musées, notamment au Musée canadien de l'histoire, mais il y a beaucoup de musées régionaux, des musées des provinces qui ont ces chaudrons. Et ces objets, pas juste les chaudrons, mais les ossements, enfin les perles de verre également, jusqu'à ce que, dans les années 80, les Amérindiens ont commencé à protester contre cette pratique, en disant, vous pillez nos sépultures, c'est plus que du vandalisme, hein, c'est un pillage de lieux sacrés. Donc, vous n'acceptez pas qu'on vandalise des tombes de cimetières européens, donc pourquoi est-ce que... Bref, ils ont commencé à protester. Il y a eu, dans les années 70-80, plusieurs protestations, surtout notamment à Calgary, qui est un peu, le Dallas du Canada, c'est la grande ville pétrolière, et la compagnie pétrolière Shell avait
proposé de financer une exposition sur les Amérindiens où on exposait des restes humains, justement. Et les Amérindiens ont protesté. Hein, ils ont commencé à monter des piquets devant le musée, à faire un campement. Alors, c'était pendant les Jeux olympiques d'hiver de 1988. Alors, c'était très gênant pour le gouvernement canadien. Après ça, 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, lorsqu'il y a eu les célébrations de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1992, là aussi des protestations. Oui, Christophe Colomb est un terroriste. Vous voyez, nous, on n'a pas envie de fêter ce génocide, etc. Donc, là, il y a eu une prise de conscience et les gouvernements canadiens et américains ont tout de suite fait des commissions d'enquête sur la question avec la participation d'Amérindiens. Et donc, très rapidement, en 1992, au Canada, il y a eu un rapport qui a été fait qui d'abord demandait aux musées et aux archéologues de cesser de fouiller des sépultures, et ensuite qui demandait que les restes sacrés, les ossements et les objets qui provenaient de ces sépultures soient restitués éventuellement au groupe qui souhaitait les avoir, voyez. Alors donc, ça avait fait beaucoup de... Bon, les Américains, le Canada est allé moins loin que les Américains. Les Américains ont carrément passé une loi qui oblige les musées à restituer les objets, les ossements humains et les objets qui proviennent de tombes, voyez. Donc, ça a créé une vague de panique, je dois dire, chez les muséologues qui se sont dit, on va vider nos musées, on n'aura plus d'emploi, nos musées vont fermer parce que... et en fait, finalement, ça n'a pas été aussi dramatique, puisque il y a eu des collaborations, vous voyez ici, les Amérindiens ont été souvent invités à regarder les collections. Les muséologues ont été obligés de faire l'inventaire de leurs collections parce que souvent, ceux qui ont travaillé dans des musées savent que les collections les inventaires ne sont pas toujours à jour. Et puis, finalement, cette collaboration a eu des bienfaits étant donné que les Amérindiens ont aussi pu voir ces objets et donner beaucoup d'informations que les conservateurs de musées n'avaient pas. Voyez, sur l'identité, l'usage de l'objet, etc. Parce que souvent, ils n'avaient jamais été consultés. En fait, c'était des objets qui provenaient de fouilles archéologiques. On les sortait de sol et puis bon, on ne prenait pas toujours la peine d'aller voir les Amérindiens pour leur demander ça signifiait quoi pour vous, cet objet, pourquoi vous l'avez enterré, etc. Mais très souvent, ce qui s'est passé, c'est que bon, les musées ont fait des photos, ils ont gardé une trace de ces objets. Seulement à peu près 3% des objets jusqu'à présent ont été restitués, donc c'est pas ça n'a pas été un pillage, c'est pas beaucoup. Mais les objets qui ont été restitués, surtout les ossements et tous ceux qui venaient des tombes, la plupart du temps ont été re-enterrés par les groupes amérindiens. Hein. Alors ils ont fait des cérémonies, ils les ont enterrés en respect des peuples. De ce que les ancêtres avaient fait. Et donc, pour finir, ça a été plutôt bénéfique, je dirais, parce que ça a permis aux muséologues d'améliorer leur pratique muséale, d'avoir une approche plus participative, de faire participer davantage les groupes autochtones. Et puis, bon, pour les autochtones, je crois que il y avait aussi, je pense, derrière ces démarches, une volonté de se faire reconnaître et de rappeler qu'ils existaient encore. Hein, de dire, nous existons et nous souhaitons être respectés. On souhaite qu'on respecte nos morts. Et donc, ça a permis de donner une place, je pense, plus importante aux Amérindiens dans les sociétés contemporaines canadiennes et même américaines. Puis bon, pour terminer, je dirais que finalement, on voit que ces objets qui ont fait partie d'un échange de négociations entre
entre Français amérindiens au XVIe siècle ont continué à participer à ces échanges et à nouer des relations finalement entre ces deux groupes, puisque ils ont été exhumés par les archéologues au XXe siècle, récupérés, restitués aux groupes amérindiens à la fin du XXe siècle et même aujourd'hui, qui les ont réappropriés pour les enterrer. Et puis ça permet de voir à quel point ces objets participent finalement à la construction et reconstruction des liens sociaux. Hein. Alors, bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai été même un peu long, je m'excuse, j'ai dépassé le temps. Alors, est-ce qu'on a un peu de temps pour les questions? Oui. En fait, ça me fera plaisir de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires éventuellement aussi, parce que, bon, vous avez pu remarquer que j'ai évoqué plusieurs hypothèses. Hein. Il y a beaucoup de choses à l'état d'hypothèse. Alors, vos lumières seraient très appréciées également. Oui, monsieur, oui, vous aviez peut-être une question. Oui. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de la population autochtone à l'époque dans cette région? Oui. Ça bouge tout le temps, mais plus ça va, plus on a tendance à augmenter les chiffres. Hein? Parce qu'on a plus de documents archéologiques, etc. Mais on estime que les groupes iroquoiens, là, dont je vous ai parlé, le Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs, pouvaient peut-être atteindre 100 000 personnes. Ouais. Bon. Et puis après ça, les autres, les Mi'kmaq sur la côte, et juste de ce qu'on appelle l'Acadie aujourd'hui, là, ça serait peut-être 10 000. Hein, je pense que c'est l'Escargot, si je ne me trompe pas, au Billard, oui, qui va donner des estimés. Mais début du XVIIe siècle, alors, ça se peut qu'il y ait eu des épidémies avant. Lui dit à peu près 10 000 sur cette... mais au sud, il y en a plus. Hein, par exemple, quand Champlain va en Nouvelle-Angleterre, là, enfin, ce qui est après va être appelé la Nouvelle-Angleterre, il voit beaucoup de groupes amérindiens qui pratiquent, qui ont des champs de maïs, etc. Vous voyez, alors là, il y en a probablement, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 000, hein, facilement. Ouais. Donc, c'est assez peuplé. Bon, par rapport à aujourd'hui, c'est 10 000 habitants, c'est une ville moyenne, hein, mais sur un territoire quand même assez grand. Mais les voyageurs, par exemple, qui arrivent là, quand on commence à avoir des récits au début du XVIIe siècle, là, par exemple, je pense que c'est Sagard, il va se promener dans un champ de maïs et il s'est perdu. Alors ça veut dire que le champ de maïs était quand même grand. Ouais. Puis ils vivent là, il y a des villes de 4 jusqu'à 6 000 habitants. Vous voyez, donc c'est quand même des gros villages déjà fortifiés, avec ces grandes maisons. Ouais. Puis avec des systèmes de gouvernance assez sophistiqués aussi, hein, qui sont... il faut dire aussi que les Amérindiens, ça dans certains récits, on va le dire, ils vont s'inspirer du castor pour organiser leur conseil. Et ils vont souvent... bon, ça peut varier d'un groupe à l'autre, mais généralement assez consensuel. On va tenir conseil, demander aux gens de participer. Les Européens sont souvent frappés par ce côté consensuel de la prise de décision, voyez, parce qu'ils sont habitués plus à la monarchie et puis à la hiérarchie ecclésiastique ou monarchique. Hein, c'est beaucoup plus top-down, disons. Alors ça c'est quelque chose qui les frappe beaucoup. Mais aussi les Anglais, hein, chez les Britanniques. Ouais. Deuxième question, il n'y a pas de demande d'armes de la part des... Ben oui, mais pas autant qu'on pourrait penser, parce que justement, il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Et bon, les armes à feu au XVIe siècle ne sont pas si efficaces. Hein, ils sont pas... bon, Champlain les utilise, et puis bon, à son avantage, il y a quelques incidents comme ça, mais le problème avec les armes à feu, c'est que il faut avoir de la poudre, il faut avoir
munitions. Et il faut éventuellement savoir réparer le fusil si jamais il brille, il casse. Alors, c'est pas avant le XVIIe siècle, même près du milieu du XVIIe siècle, qu'on va voir les Amérindiens commencer à utiliser les armes à feu. Hein? Ouais, mais ça va leur donner un avantage, par exemple, quand les Iroquois du Sud, là, ils vont être armés par les Hollandais en 1649 pour attaquer leurs cousins germains du Nord, là, les Hurons. Et puis, ça, c'est le récit de l'Allemand là, qui explique cette... c'est un vrai massacre, là, parce qu'il y a 800 guerriers qui arrivent avec des fusils. Et les Hurons, eux, ne sont pas armés. Et donc, là, c'est un vrai ravage. Là. Alors, ça a été... assez catastrophique, disons, pour les Français qui étaient alliés aux Hurons. Hein. Les Français hésitaient à vendre des armes aux Hurons parce que je pense qu'ils avaient peur qu'ils se retournent contre eux, vous voyez. Mais c'est pas... les Amérindiens qui tirent bien à la flèche, ils peuvent tirer apparemment à peu près 5 à 6 flèches pendant que quelqu'un arme un fusil. Vous voyez, ouais, donc il ne faut pas oublier, si vous êtes assez proche, un bon archer peut faire plus de dégâts qu'un quelqu'un avec un fusil. Ouais. Ouais. Mais c'est beaucoup plus tardif que les fusils vont apparaître hein, sur les sites archéologiques. Je dirais milieu 17e, hein, à peu près, milieu deuxième moitié du 17e. Après ça, après ça, il y a des métissages aussi, puis avec le commerce des fourrures qui se développe, ça devient plus organisé. Hein. Mais pour cette période, jamais, à ma connaissance, j'ai jamais vu de pièces d'armes à feu dans les collections archéologiques du XVIe siècle, du moins. Non, c'est toujours des morceaux, du fer, du cuivre d'abord, des objets en fer, des haches. Mais on a trouvé une belle collection, juste encore pour rappeler le caractère plutôt rituel et cérémoniel de l'usage de ces objets. Il y a un site aussi dans le sud de l'Ontario, là, qui est un site iroquoien, mais pas les Hurons, ce sont les neutres. Et on a trouvé à peu près une douzaine de corps d'hommes qui étaient visiblement des guerriers enterrés avec une hache sur la poitrine attachée à une corde. Donc la hache était visiblement portée comme pendentif. Vous voyez? Ouais. Avec pas de traces d'usure, on ne voit pas beaucoup de traces d'usure. Donc ils devaient continuer à utiliser leurs objets lithiques dont ils étaient habitués. Et ces objets étaient plus des objets qu'on montrait. Hein? Ouais, qu'on montrait finalement et qu'on explique. Bon, c'est une façon de dire qu'on avait acquis ces objets qui étaient exotiques et qu'on les exposait sur le corps. Vous voyez, Est-ce que les chaudrons en cuivre et les perles de verre, est-ce qu'elles apparaissent dans les traditions orales amérindiennes? D'aujourd'hui? D'aujourd'hui, oui. Dans le cuivre est toujours prisé, hein, jusqu'à un certain point, je dirais, et puis les chaudrons aussi. Hein, mais dans les traditions orales, moi j'avais essayé, puis par exemple, j'ai même dirigé un étudiant Innu, Jean-Louis Fontaine, qui s'intéressait beaucoup à cette période, et puis il avait essayé de recueillir des récits, et ça avait été impossible, donc finalement il s'était fié. Il avait travaillé à partir des documents français. Ouais. Puis bon, lui avait posé un peu des problèmes de conscience, mais finalement il s'est habitué à l'idée que c'était quand même une source d'information intéressante et il l'avait exploité pour essayer de comprendre le mode de vie des Inuits. Il avait beaucoup étudié le jeûne, beaucoup utilisé le jeûne, Sinon, on l'utilise. Une mine de cuivre dans la région. Comment?
Il n'y a pas de mine de cuivre dans cette... Oui, alors, justement, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que c'est un métal qui était connu des Amérindiens depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Mais le cuivre, il était exploité à même le roc en quelque sorte. Donc c'est ce que les archéologues appellent le cuivre natif. Mais il n'était pas transformé par un procédé métallurgique. C'était du cuivre extrait. Puis il y avait juste quelques sources. Il y avait une source connue dans les Appalaches et la grande source était au lac supérieur sur une petite île dont j'ai oublié le nom, mais enfin elle a été identifiée puis fouillée par les archéologues depuis longtemps. Et là il y avait vraiment là, une extraction de cuivre, mais qu'on pouvait extraire seulement en petite quantité et puis il était seulement martelé. Alors, on n'arrivait jamais à faire des objets qui étaient plus gros que, je sais pas, que ça, là. C'était, des petites plaques. Alors que le cuivre venant d'Europe est beaucoup plus rigide, et on peut l'avoir dans en grosses pièces. Et je pense que le chaudron aussi était, dans les sociétés amérindiennes, c'est l'objet, c'est le pot. On l'utilisait pour faire les festins. Et donc, on cuisinait jusqu'à un certain point, là, au moins pour la cuisine festive. Puis ensuite, bon, souvent, on le retrouvait, il était enterré avec les personnes décédées. Ouais. Donc, c'était un récipient, au fond. Ouais. Ce qui n'existait pas, il n'existait pas dans cette forme avec le cuivre natif. À cette période, pas trop, non, parce que les Anglais n'étaient pas très présents à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de... Ça va venir un peu plus tard, c'est plus au début du XVIIe siècle que là, les Kirk vont prendre la ville de Québec. Il y a des tensions aussi en Acadie, avec quand les colons anglais s'installent au Massachusetts, là, puis au Maine. Là, il commence à y avoir des tensions. Mais à cette période, j'ai pas d'exemple de... Les Anglais sont pas très présents à Terre-Neuve. Ils vont commencer à pêcher la morue dans le dernier quart du siècle. Puis après ça, ça va progresser rapidement au début du 17e. Mais pour cette période, les Anglais espionnent beaucoup les Français. On a trouvé en Angleterre des documents il y a des Anglais qui vont à Terre-Neuve, des bateaux anglais qui vont à Terre-Neuve pour essayer de recenser le nombre de navires français, par exemple. Ou bien qui vont aller dans les ports français pour voir ce qui se passe. Donc c'est un peu des espions, mais pas de... Les conflits sont plus avec l'Espagne à ce moment-là. En Floride, par exemple, avec... quand les Français essayent de s'installer là en Floride. Non, plus au sud, là, en Floride, c'est avec Ribaud et puis c'est ça. Puis après ça au Brésil avec les Espagnols, avec les Portugais aussi. Mais pas à ce moment-là, c'est pas encore. Puis même au début, il y a peut-être plus de tension avec les Hollandais qu'avec les Anglais, parce que les Hollandais sont beaucoup plus des rivaux des Français, parce qu'ils sont installés à Nouvelle-Amsterdam, aujourd'hui New York, et puis là, ils font le commerce des fourrures avec les Iroquois du Sud, là. Les 5 nations. Alors là, c'est... il y a souvent des clashs avec les groupes français au début du 17e au moins. Ouais, première moitié du 17e. Oui, c'est que, en fait, ces sociétés sont animistes. Donc, ils croient que les objets sont animés, les arbres, enfin,
tous les objets ont un esprit en quelque sorte, mais il y a un esprit supérieur qu'on, dans plusieurs langues, on va appeler le Manitou, hein, mais bon, qui n'est pas tout à fait le même Dieu que les chrétiens. Hein, donc c'est un être supérieur, mais qui est en fait de façon moins directive, je dirais, que le Dieu des chrétiens. Hein. Donc il y a une sorte de philosophie de composer avec la nature, le rêve joue un rôle très important aussi. Le rêve est censé être, enfin chez beaucoup de ces groupes, une façon de communiquer avec les dieux ou une façon pour les dieux de transmettre des messages aux vivants. Donc ils sont toujours très attentifs aux rêves et croient mordicus, croient mordicus que les rêves sont des messages qui leur sont envoyés par des êtres supérieurs et donc ce qui pour les jésuites représente des superstitions. Alors là, mais c'est quand même intéressant de voir, même s'il y a une rivalité entre les jésuites essayent de chasser ces superstitions et convertir ces gens au christianisme, mais ils sont quand même, ils observent aussi quand même. Hein, il y a souvent des informations de type ethnographique intéressantes dans les relations des jésuites surtout. Ouais. Oh, puis même Sagard, même chez les Récollets. Hein. Parce qu'ils sont quand même des gens sensibilisés à la question de la spiritualité et tout ça. Donc, même s'ils ne partagent pas leur point de vue, ils sont sensibles, hein, ils sont capables de décrire ces situations. Alors, c'est intéressant de les lire de ce point de vue-là, vous voyez. D'analyser et puis de décortiquer un peu leurs commentaires sur parce qu'ils vont souvent commenter hein, sur ce qu'ils observent comme là, par exemple, la fête des morts, ça c'est Brébeuf, hein, c'est un commentaire de Brébeuf qui est très élaboré. Hein. Parce que le mythe de sage et l'espèce de mixage des eaux, ça a un coup sur les croyances. Oui. Qui renvoie alors, enfin c'est tout le phénomène des rites funéraires on retrouve des choses, bon pas exactement pareilles mais semblables dans beaucoup d'autres cultures. Puis bon, la pratique du mobilier funéraire s'est répandue aussi ailleurs, chez les Égyptiens et puis chez les Grecs et puis beaucoup de peuples préhistoriques aussi. C'est des pratiques aussi qui disparaissent et réapparaissent. Alors, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas, je commence à me demander si il faudrait que je fouille ça un peu plus, mais que ce mobilier funéraire est une pratique qui va se développer lorsque des cultures très différentes se rencontrent, voyez, et qu'on est face à des objets exotiques auxquels on attache beaucoup d'importance, qu'on n'est pas capable de reproduire nous-mêmes, et donc là, le réflexe c'est de les enterrer pour s'assurer de les garder pour soi, hein, en quelque sorte. Je ne sais pas, c'est juste une idée comme ça. Ouais. Quelque chose qui me préoccupe, l'ensemble de ces populations. Oui. Si on remonte beaucoup plus loin dans le temps, oui. Seraient toutes de la même origine, mais d'où viendraient-elles? D'Asie, comme les Inuits, par les terres glacées, et ça serait des gens qui seraient d'origine asiatique. Oui, de toute façon, en grande partie du moins. Hein, et puis bon, pendant longtemps, on pensait qu'ils étaient tous venus par le détroit de Bering, parce que il y a seulement 60 km qui séparent l'Alaska de la Sibérie. Hein. Il y a eu un temps où c'était regroupé. Oui, même c'est ça, justement, au moment des glaciers, c'était même recouvert de glace, on pouvait passer. Puis même, bon, après ça, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui venaient en bateau aussi. C'est beaucoup plus facile de se déplacer en bateau. On peut se déplacer plus rapidement, puis on peut apporter avec soi des charges beaucoup plus importantes en bateau que si on se déplace par terre. Et même là, le niveau des mers a monté, et là, les archéologues qui font de l'archéologie subaquatique retrouvent des sites amérindiens sous l'eau, à 2, 3, 4 mètres sous l'eau, vous voyez, sur la côte pacifique. Oui. Alors, donc on sait qu'il y avait beaucoup de
de groupes qui se déplaçaient le long de la côte, qui se sont installés sur les côtes. Mais maintenant, on pense que c'était peut-être pas la seule source de peuplement, qu'il y avait aussi les Polynésiens qui ont pu venir, qui sont rendus jusqu'en Hawaï, et donc qui ont pu venir en Amérique du Sud. Donc il y a peut-être des groupes de l'Amérique du Sud qui ont été peuplés par les îles polynésiennes, vous voyez. Puis même, il y a maintenant, avec des tests ADN... Justement, on doit pouvoir arriver à le savoir, ça. Avec les tests ADN, oui, maintenant, on commence à avoir des gens qui travaillent sur ces questions. Puis même, on a trouvé des liens entre le Pays Basque et certains groupes amérindiens de l'Est, du sud-est des États-Unis, vous voyez. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des Basques aussi et peut-être d'autres groupes européens qui ont traversé au moment de la glaciation. Ils pouvaient longer les glaces, et comme on le fait en l'Arctique maintenant, et traverser l'Atlantique en plusieurs sauts de puce, vous voyez. Ouais. Donc c'est très possible aussi qu'il y ait des populations d'origine européenne qui se soient mélangées avec avant, dans l'époque préhistorique, disons, avant. Hein? Les Vikings, ben oui. Ça c'est beaucoup plus récent, c'est l'an 1000 à peu près, l'an 1000, l'an 1000. Donc oui, il y a toutes sortes de possibilités. Maintenant, c'est ça, cette idée qu'ils sont tous venus par le détroit de Bering, et quoique ça reste sûrement une source très importante, qu'il y a peut-être il y a eu d'autres voies migratoires. Hein? Parce que les groupes sont très diversifiés en Amérique du Nord. Dans les deux Amériques, les groupes sont très diversifiés culturellement et linguistiquement. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas linguistiquement, très très diversifiés. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas tous venus, s'ils sont venus par le détroit de Bering, ils sont venus à des époques très différentes. Voyez, puis après ça, ils ont été sur place assez longtemps pour développer des langues et des pratiques culturelles spécifiques. Parce qu'il y a une énorme diversité de langues, hein, surtout en Amérique du Nord, c'est incroyable. Alors, oui, monsieur, oui. Est-ce que les Amérindiens modernes peuvent se revendiquer de leur culture ancienne? Oui. De tradition orale, des rites funéraires, est-ce qu'ils ont conservé ça indépendamment des autres? Oui, il y en a beaucoup qui font de gros efforts pour conserver leur langue, leur tradition, leur musique, leur danse, donc même leur pratique, leur croyance. Certains ont perdu leur langue, comme les Wendat Hurons, là, ils ont perdu leur langue, mais ils essayent de réapprendre la langue. En utilisant, imaginez-vous, les dictionnaires que les jésuites avaient fabriqués pour les convertir. Alors il y a comme un retour de situation où eux vont utiliser ces dictionnaires pour eux apprendre leur langue. Mais avec difficulté, parce qu'une fois qu'une langue parlée est perdue, c'est difficile de l'apprendre à partir seulement de dictionnaires. Ils n'ont aucune écriture. Il y a eu des enregistrements au 19e siècle de chansons, mais ce sont uniquement des chansons, donc pas la langue parlée au quotidien, vous voyez. Mais non, pas d'écriture, non, c'était tous des groupes qui conservaient leur pratique de façon orale, avec des fois des objets qui étaient des aides-mémoires, vous voyez, qui étaient un peu des soutiens à des récits, ils faisaient des ceintures, par exemple, des ceintures avec des perles de coquillages, avec des motifs qui souvent... quelque chose. Oui, c'est ça, Mais il fallait que la personne qui connaissait le récit le transmette à d'autres, vous voyez. Alors, il y avait une transmission orale qui se faisait. Mais j'ai remarqué chez eux un grand respect de la tradition orale, et ils attachent beaucoup d'importance aux personnes qui sont désignées pour conserver la tradition orale, parce que c'est une façon pour eux de conserver l'histoire, vous voyez.
Alors, c'est des gens qui sont très valorisés, comme nos historiens chez nous. Mais les historiens, nous, on travaille beaucoup à partir des écrits. Hein, ouais. Mais dans les peuples à tradition orale, oui, c'est ça. Puis il y a quand même une exigence aussi de celui qui conserve la tradition d'être fidèle au récit d'origine, de ne pas la modifier, voyez, pour être considéré comme sérieux. Ouais. Ouais, c'est... merci à vous. Si vous voulez vous procurer des exemplaires du livre de Laurier Turgeon, il y en a quelques-uns ici.